Donc on va continuer le cours pour parler de la notion de placé. D'abord, alors, si on fait un petit rappel par rapport au type de jugement, à la classification des jugements qui existent, la dernière fois on s'était arrêté sur les trois principales catégories de jugements qui existent. Vous avez les JIC ou bien les jugements de type détritique, les jugements de type résiduel et les jugements de type otigène. Alors, comme son nom l'indique, quand on parle de jugement détritique, cela veut dire tout simplement que vous avez comme produit d'altération des éléments qui sont solides, arrachés, transportés, puis déposés quelque part. Jugement résiduel, vous avez des produits d'altération qui partent, les résidus qui restent sur place peuvent subir une transformation sur place et donner des gisements particuliers. Alors, ce qu'on entend pour ma part jugement otigène, ce sont ces substances-là qui ont été transportées ailleurs, surtout à l'état ionique, et qui vont subir une précipitation chimique directe ou indirecte pour donner d'autres types de gisements. Donc, retenez que sur le plan génétique, vous avez principalement trois types de gisements: otigène, détritique, résiduel. D'accord? Alors, on va voir sur cette partie-là ce que va donner, n'est-ce pas, un placère en termes de type de jugement. Alors, si vous regardez ce schéma, d'accord, vous avez ici en pointillé jaune des niveaux qui sont riches en substances utiles. Donc, si on fait une comparaison de l'ensemble de la formation géologique, dans ces dépôts-là, ces dépôts peuvent être, n'est-ce pas, des roches magmatiques, aussi bien les roches plutoniques comme les roches volcaniques. Et on sait que s'il s'agit de roches magmatiques et plutoniques qui se retrouvent à l'air libre comme ça, c'est parce qu'il y a eu. Si vous avez des roches plutoniques qui se retrouvent à l'air libre, exposées aux agents d'érosion comme ça, c'est parce qu'il y a eu orogénèse, soulèvement, parce que les roches plutoniques sont censées être en profondeur. Donc si on les retrouve à la surface, c'est parce qu'il y a eu formation des chaînes de montagne, il y a eu orogénèse. D'accord? Mais les roches volcaniques quand même se forment à la surface. Ou alors, on peut se retrouver avec d'anciennes roches sédimentaires. Donc, ce que vous voyez ici, en termes de relief, retenez que ça peut être des roches magmatiques, plutoniques comme volcaniques, ça peut être d'anciennes roches métamorphiques, comme ça peut être d'anciennes roches sédimentaires. Alors, si on a par endroit ces substances-là que vous avez ici, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça vous inspire ce qu'on avait déjà vu. Si on est dans un environnement magmatique, dans une ère magmatique, on avait dit qu'il était possible de voir une concentration de certaines substances, comme les éléments métalliques, concentrées quelque part. Alors, comment cette concentration peut se dérouler? On avait dit que ça se fait par comment ces substances peuvent se retrouver concentrées quelque part ici dans ces formations géologiques, dans les aires magmatiques. À la suite d'une circulation de fluides hydrothermaux qui peuvent concentrer ces éléments chimiques-là et provoquer une sulfurisation ou bien une sulfuration du moins ou bien une minéralisation. Rappelez-vous bien de ça. On a déjà vu ça, non? Que dans les aires magmatiques, si vous avez des concentrations d'or comme ça, ou bien de zinc ou de plomb quelque part dans ces dépôts-là, c'est parce que vous avez un fluide hydrothermal qui a pu concentrer les éléments chimiques, les éléments métalliques, parce que souvent ces éléments-là sont de teneur très faible dans le magma comme dans les océans. Donc si c'est concentré quelque part, c'est parce que vous avez eu un fluide qui a circulé et qui a concentré ces éléments. D'accord? Donc on peut trouver dans une ère magmatique qui se retrouve à l'air libre comme ça, cette situation-là. Alors, je viens de dire que vous avez ces informations préexistantes qui se retrouvent à l'air libre, qui se retrouvent exposées aux agents d'érosion. Qu'est-ce qui va se passer?
Vous avez des formations préexistantes qui peuvent être roches plutoniques, volcaniques, sédimentaires, métamorphiques, qui se retrouvent à l'air libre. Oui. Voilà, vous allez avoir ces formations qui vont être érodées. Alors maintenant, rappelez-vous de ce processus d'altération jusqu'au niveau de la consolidation de ces produits d'altération. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez ces roches préexistantes qui sont altérées, érodées, vous allez avoir les produits d'altération qui partent à l'état détritique, à l'état solide, ou bien à l'état ionique. D'accord? Et ce qui reste, les résidus qui vont rester sur place vont également subir une transformation sur place. Comment cette transformation sur place peut se dérouler? S'il s'agit de plateaux, vous allez avoir des eaux de ruissellement qui vont apporter d'autres substances. Ces substances vont se mélanger à d'autres substances qui étaient déjà là sur place et former de véritables ressources géologiques aussi. C'est le cas par exemple de la bauxite ou encore de la latérite, qui sont des roches résiduelles avec un enrichissement à partir des eaux de ruissellement ou bien à partir des eaux de surface qui ont infiltré la zone et puis provoqué une transformation, une épidémie des éléments résiduels qui étaient là et qui vont donner de véritables ressources géologiques. Je viens de donner l'exemple. Maintenant, quand les produits d'altération partent aussi bien à l'état détritique, à l'état solide, quand je dis à l'état solide, ça peut être le gros bloc jusqu'à la taille des sables ou bien la taille des argiles. D'accord? Et par contre, si vous avez les éléments à l'état ionique, quand vous avez ces eaux de ruissellement qui vont drainer ces substances-là à l'état ionique, ce qui va se passer, ces substances peuvent également se retrouver concentrées dans un milieu aqueux. Ce milieu aqueux, ça peut être un milieu fluviatif, ça peut être un milieu lacustre, ça peut être une mare, ça peut être un milieu marin. Et quand ces substances se retrouvent concentrées dans un milieu aqueux-là, qu'est-ce qui va se passer? Il s'ensuit tout simplement une précipitation chimique directe ou indirecte. Indirecte parce qu'il peut y avoir l'intervention des organismes qui peuvent assimiler ces substances chimiques-là, élaborer leur organisme avant de disparaître et donner des dépôts de substances très utiles. Ou alors, vous avez ces éléments chimiques-là. Quand je dis éléments chimiques, ça peut être par exemple le fer, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être le phosphore. Et donc, ces deux exemples, parce que c'est ça qui va suivre. On verra les minéraux de fer, comment ces minéraux-là se forment. Les minéraux de phosphate, comment se forment. Vous avez ces deux éléments chimiques. Le fer, qui est libéré déjà à partir des minéraux ferromagnésiens et qui se retrouve à l'état ionique dans les eaux du ruissellement, avant d'être concentré dans les milieux de sédimentation. Le phosphore également, pareil, un des éléments chimiques qui peut se concentrer dans un milieu aqueux avant d'être assimilé par les organismes ou bien formé par précipitation d'autres substances minérales très importantes. Donc, retenez que aussi bien les résidus peuvent donner sur place des ressources géologiques, les substances chimiques ioniques qui sont libérées peuvent également plus tard donner des substances très importantes, mais aussi les substances détritiques, les éléments détritiques, les produits d'érosion détritiques qui sont solides. C'est ce qui va suivre. Quand vous avez des éléments solides qui sont arrachés, transportés, vous allez avoir progressivement un tri mécanique en fonction de la taille des grains. Évidemment, les grossiers vont rester derrière. Les plus fins vont être transportés sur de longues distances. Ces plus fins également vont être transportés en fonction de leur forme, mais surtout en fonction de leur densité. Ce qui fait que si on se retrouve avec des grains de la taille des sables, on peut avoir un granulation qui est basé sur la densité des grains, ou bien un granulation qui est basé sur la taille des grains, ou même sur la forme des grains. D'accord? Donc, lors de ce transport de ces éléments détritiques, de ces éléments solides, quand on se retrouve dans un milieu où vous avez une concentration de ces éléments détritiques-là, solides-là, constitués essentiellement de substances utiles très précieuses, en ce moment on dit que cette zone où vous avez cette accumulation d'éléments détritiques précieux constitue cette zone, constitue ce qu'on appelle un placé. Donc le placé, ce n'est rien d'autre qu'une zone d'accumulation d'éléments détritiques précieux pour, n'est-ce pas, on dit la diminution. Alors, schématiquement, supposons que comment on appelle ça, les points jaunes que vous avez ici, ce sont des dépôts d'or, hein, des grains d'or qui sont disséminés un peu après minéralisation. Ce sont des grains d'or qui sont disséminés dans ces formations magmatiques.
quand il y a érosion, ouais, ces éléments détritiques peuvent être transportés d'abord dans les ruisseaux, dans les rivières, jusqu'au même dans les milieux marins. D'accord? Dans les cours d'eau, ces substances peuvent être déposées au fond, mélangées à d'autres aliments. Ces substances peuvent être déposées dans les, comment on appelle ça, les terrasses alluviales, que ce soit les terrasses en boîtier ou bien les terrasses, comment on appelle ça, étagées, ou alors en milieu marin. Ouais. De la même manière que le poisson, qui est l'un des minéraux les plus résistants par rapport aux agents d'altération, on vous a toujours dit que le minéral, dans les conditions d'altération, le minéral fait partie des minéraux les plus résistants. Pourquoi quand il y a altération, ouais, dans les cours d'eau, vous trouvez essentiellement du sable. Donc, à côté de ces sables-là, on peut trouver d'autres minéraux résistants et assez lourds, qu'on appelle des minéraux précieux, des minéraux lourds. Ça peut être l'or, ça peut être le zircon, ça peut être autre chose. Donc, quand il y a transport, ces éléments peuvent être accumulés au fond des cours d'eau ou bien accumulés dans les zones de piégeage, dans un milieu marin par exemple. D'accord? Donc, le transport de ces particules-là va dépendre à la fois de la granularité des grains, de leur densité, de leur forme, mais surtout de la vitesse des courants qui les transportent. D'accord? Donc, le transport est d'autant plus éloigné de l'air originel où l'élément a été arraché, le transport est d'autant plus éloigné que les courants sont forts. Mais quand les courants deviennent faibles, surtout quand il y a des trous ou bien des pièges comme ça, ces substances, ces minéraux lourds tendent à s'accumuler et donner de véritables placers. Voilà, d'accord. Donc, placer égale concentration mécanique de minéraux lourds et précieux. Ils se forment du fait de la concentration de minéraux denses par des mécanismes hydrodynamiques. D'accord? Hydrodynamiques, en milieu surtout fluviatif, en milieu aquatique. Alors, ces minéraux qui vont constituer les placers peuvent être classés en fonction de leur densité. On distingue les minéraux denses, on donne ici des exemples. Les minéraux moyennement denses, là aussi on donne des exemples. Un des exemples que vous connaissez bien, c'est le zircon. Vous entendez beaucoup parler de zircon. Où est-ce qu'on trouve du zircon? Hein? Au Sénégal, où est-ce qu'on trouve du zircon? Si vous visitez la grande côte du Sénégal, la grande côte du Sénégal, c'est quoi? C'est depuis Dakar jusqu'à Saint-Louis. Les dunes que vous avez sur cette grande côte-là, souvent c'est des dunes où vous avez une accumulation très importante par endroit du zircon. Donc c'est des zones de placers. Alors vous pouvez imaginer comment ces minéraux lourds-là se sont retrouvés accumulés dans les sables. On verra des exemples tout à l'heure. Alors vous avez les minéraux également moins denses comme le diamant extra. Alors, ça c'est des informations complémentaires pour vos connaissances générales. On vous dit que plus de la moitié de l'or, du titane, du diamant, du zircon ou bien du thorium dans le monde vient des placers. Donc vous voyez que ça veut dire que l'or actuellement exploité ne provient pas forcément, n'est-ce pas, des sites magmatiques. Comme par exemple, ici au Sénégal, actuellement, on exploite l'or à partir des formations magmatiques de Pérou. Mais l'or des placers peut être exploité dans les rivières, dans les milieux aquatiques, ou bien dans les eaux, dans le fond des eaux courantes. D'accord? Ce n'est pas très fréquent au Sénégal, mais dans certains pays, c'est très exploité. C'est pourquoi on dit que la moitié de ces substances utiles-là nous proviennent de ces placers. Alors, on exploite aussi ces substances que vous avez ici, l'étain, le platine, le santal ou encore les éléments de terre rare. Ces gisements sont souvent faciles à exploiter parce que ce sont des gisements qui sont déposés à la surface. Des produits d'altération transportés puis déposés à la surface. Même si c'est ensuite c'est à des profondeurs relativement faibles. Donc forcément, c'est facile à exploiter, contrairement aux gisements qui sont dans les aires magmatiques. Il faut se retrouver en profondeur. D'accord? Le chemin de l'exemple que je vous ai montré, quand vous
fréquentez les sociétés minières, parfois ils font beaucoup de forages pour atteindre les filons contenant de l'or. On va aller jusqu'à plusieurs mètres de profondeur, alors que les placers plus profonds à la superficie. Alors maintenant, vous voyez, ces placers, notamment quand on les exploite dans les milieux fluviatiles, on les trouve, s'il s'agit de l'or, on les trouve sous forme de paillettes, qui ressemblent un peu à des grains de sable ou bien à des graviers plus ou moins aplatis. Ce n'est pas comme dans les aires magmatiques originelles. Vous pouvez parfois dans l'exploitation tomber sur pratiquement un lingot d'or. Et là, c'est des paillettes parce que c'est des grains d'altération. C'est des produits d'altération qui sont accumulés au fond des couches d'eau ou bien au fond de l'hiver. Alors, caractéristiques des minéraux de placers. Il faut retenir ça. Première caractéristique, ces minéraux présentent une certaine résistance. Les minéraux qu'on trouve dans les placers. Quand on définit un placer, c'est parce que les minéraux exploités sont de nature résistante. Aussi bien denses, mais surtout de nature résistante. Ces minéraux également des placers ont à l'origine une relation avec les aires magmatiques volcaniques. On a vu tout à l'heure les processus par lesquels ces anciennes roches magmatiques plutoniques peuvent être altérées, érodées et libérer ces éléments détritus solides accumulés sous l'effet de leur densité dans des endroits bien déterminés. Mais également leur origine native ou encore leur origine liée à des filons. Les conditions de genèse, donc il faut la présence de roches sources favorables. Ces roches sources favorables, ce n'est rien d'autre que des roches magmatiques, le plus souvent, ou des roches métamorphiques. Par exemple, si vous prenez certains minéraux comme le grenat, l'hystène, etc., ce sont des minéraux de placers, mais qui viennent de l'altération de roches métamorphiques. Vous vous rappelez les minéraux métamorphiques, d'accord? Le zircon, ça veut dire tout simplement quand vous voyez le zircon le long de la grande côte du Sénégal, or dans ces parages-là, vous ne verrez pas de roches métamorphiques. Si vous prenez la partie ouest du Sénégal, vous ne verrez pas l'affleurement de roches métamorphiques. Donc on peut imaginer l'origine du zircon. Pour aller plus loin, soit c'est dans les profondeurs marines, ou alors il faut aller vers le nord, du côté de la Mauritanie, où vous avez des formations métamorphisées, côté littoral, érosion qui peuvent drainer par ce qu'on appelle la dérive littorale, faire descendre des sédiments qui peuvent s'accumuler sous forme de dunes, sous forme de riz, et après régression, ces dunes se retrouvent à l'air libre où vous avez des concentrations par endroits et c'est zircon. D'accord? Oui. Zircon. Le zircon, c'est un minéral lourd. Le zircon, comme le quartz, c'est un minéral. Qu'est-ce qui caractérise encore le zircon? Ça, vous l'avez vu en première année. Quelle utilité le minéral peut avoir? Le zircon. Oui. Pardon? Le zircon. Quoi de kérosène? Production. Alors, kérosène ou kérogène? Alors, retenez, une fois que vous avez kérosène ou kérogène, kérosène avec Z, c'est un carburant fabriqué à partir du pétrole, par raffinage, et qui va être utilisé pour faire marcher les réacteurs des avions, carburant pour les avions. Kérosène. Kérogène, c'est une décomposition avancée de la matière organique en profondeur et qui plus tard va donner du charbon ou bien même des hydrocarbures. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le zircon. Le zircon, c'est un élément chimique. C'est d'abord un silicate. Si vous vous rappelez, ce silicate en L1, ZR, SiO4, vous avez
le Z au milieu, entouré par 4 atomes d'oxygène. Donc c'est un minéral silicaté. C'est un minéral comme tout autre minéraux. Maintenant, sur le plan économique, le zircon, si tu interroges le net, tu verras que les appareils électroniques qu'on utilise, que ce soit les téléphones ou autres, le zircon il est là. L'élément chimique est là-dedans. D'accord. Je n'ai pas le temps de donner pour chaque élément chimique ce que ça peut servir dans l'industrie, mais si vous prenez chacun de ces éléments qui sont nommés ici, olivine, bistène, grenat, zircon, or, diamant, etc., chacun de ces éléments-là peut avoir une utilité sur le plan économique très importante. Utilisé dans l'industrie chimique, dans l'industrie pharmaceutique, etc. Mais le zircon, quand vous voyez, n'est-ce pas, d'une belle verrerie, dans les salles de bain aussi, etc., ces verres-là, ce n'est pas forcément de la silicite, ça peut provenir du zircon. Les verres, les écrans, comme dans les salles de bain, les verres que vous voyez, ou bien les miroirs, peuvent être constitués à partir du zircon. Pour vous montrer un peu l'utilité de ces minéraux. Alors, conditions de genèse. Ça, on l'a déjà vu, mais il faut juste résumer. D'accord? Il faut qu'il y ait une présence de sources favorables. Hein? La source favorable, c'est quoi? Ce sont les roches. Ce sont les roches magmatiques surtout. Il faut qu'il y ait altération tropicale humide. Pourquoi altération tropicale humide? Quand on dit altération tropicale humide, il y a deux facteurs qui interviennent. Il y a l'ensoleillement et il y a l'humidité, l'eau. L'ensoleillement qui constitue la chaleur, qui constitue quelque part un catalyseur dans le phénomène d'altération. Mais vous savez que l'eau peut agir dans l'hydrolyse, dans l'hydratation, dans la dissolution, etc. Donc l'eau peut favoriser la séparation des éléments des roches, altérer, libérer des éléments qui peuvent être transportés maintenant, accumulés quelque part et donner des placers. D'accord? Les minéraux sont transportés dans un milieu énergétique. Cela suppose qu'il y ait des courants qui puissent transporter ces éléments détritiques-là, que ce soit les courants fluviatiles, que ce soit les courants marins, et même sous l'action du vent, l'action éolienne. Donc une partie est transportée en fonction de sa densité et de sa hauteur. Il faut également, condition de formation d'un placer, il faut qu'il y ait un niveau faible de dilution. D'accord? Donc quand vous avez ces minéraux-là, lourds, utiles, accumulés dans une zone, dans un placer, mais si vous avez le phénomène de dissolution qui est intense, finalement ces substances vont disparaître simplement. Donc il faut que le niveau soit faible, le niveau de dilution soit faible. Également que les bassins soient peu subsidents. C'est quoi un bassin subsident? Quand vous avez un bassin subsident, cela suppose que les sédiments s'enfoncent et peuvent se retrouver avec le temps à des profondeurs où ces sédiments vont entamer le métamorphisme et même une dissolution partielle. En ce moment, on n'a plus affaire à un placère, mais on tend vers des roches métamorphiques, ou bien même des roches qui vont être, n'est-ce pas, comment on appelle ça, fusionnées, pour donner des ondes vers en magmatique. Alors, environnement de mise en place d'un placère, on verra ces environnements-là, ça peut être les milieux fluviatiles, les milieux côtiers ou encore les milieux marins. On a défini ça plus loin, ces types de placères qui existent depuis le continent jusqu'au milieu marin. Alors, les minéraux d'eau sont concentrés dans des pièges hydrauliques. Les pièges représentent des environnements où il y a un changement brusque dans l'énergie, ce qui provoque le dépôt de la fraction la plus dense. Comme on l'a dit, il y a toujours un tri mécanique, un tri qui est linéaire, mais également un tri qui est vertical. Trilinéaire, ça veut dire que lors du transport, les éléments les plus fins vont être transportés plus loin, les grossiers restent derrière. Mais parmi les fins également, les plus lourds, quand vous avez des sables de même taille, les plus lourds tendent à être laissés derrière et les plus fins transportés plus loin. Et sur le plan vertical également, les grains vont se déposer en fonction de leur taille, les grossiers en bas, les fins et les plus fins en haut. Ou encore, sous l'effet de leur poids, de leur densité. Les plus denses tendent à se déposer et les moins denses en haut. Si vous avez des grains de même taille, les plus denses vont être déposés d'abord, suivis des moins denses. D'accord? Donc ce sont ces phénomènes hydrodynamiques qui expliquent un peu la formation, la mise en place de ces minéraux lourds dans des endroits particuliers qu'on appelle les placers. Alors selon la localisation, donc, on peut distinguer ces 5 types de placers.
avec les éléments les plus importants qu'on trouve là-bas. D'accord? Vous avez ici, ça c'est quoi? Là, là, éthène, là. Dioxyde de tungstène, TNG, S, T accent grave N. Dioxyde de tungstène, le niobium, d'accord? Les terres rares, l'uranium ici, voilà, le reste vous connaissez. Les terres rares, ce sont des métaux un peu particuliers. Comme je l'ai dit la dernière fois, ces types de métaux sont très utilisés dans la confection des matériels, comment on appelle ça, technologiques. D'accord? Alors, on va essayer de voir sur l'argent ces types de placers. Ouais? Depuis les aires originelles, magmatiques, jusqu'au niveau des fonds des cours d'eau. Alors d'abord, les placers éluviaux ou résiduels. Les caractéristiques de ces placers, qu'est-ce qu'on vous dit? Le contour coïncide à peu près avec l'aire d'extension des sources primaires. Vous voyez, ici, quand vous regardez ces dépôts résiduels, ou bien ces placers dits éluviaux, donc, quand vous avez l'environnement originel, la roche magmatique qui va donner ces substances-là, quand vous avez accumulation de placers dans ces zones-là, ces placers-là, dans les environnements immédiats de l'aire magmatique, ce sont ces placers qui vont constituer ce qu'on appelle les placers éluviaux. On est d'accord? Placers éluviaux, ce sont les placers qu'on trouve dans les environnements immédiats de l'aire magmatique qui va donner ces placers. Donc, ils sont constitués de matériaux détritifs, grossiers et non triés. Pourquoi? Pourquoi les matériaux qu'on trouve ici sont assez grossiers et non triés, là, dans les placers éluviaux? Parce que le transport n'est pas encore très important. D'accord? Donc, quand vous regardez dans les environnements immédiats, ce que vous trouvez, ce sont des produits d'altération qui sont assez grossiers. Ils ne sont pas triés parce que le transport n'est pas encore important. Le tri se fait quand le transport devient de plus en plus important, avec la réduction de la taille des éléments qui sont en train d'être transportés. Puisque tout ça ne se produit pas pour l'instant, parce qu'on est dans les environnements immédiats, forcément vous retrouvez dans ces placers-là des éléments détritifs grossiers et non triés. Leur teneur en minéral de valeur est proche de celle de la source primaire. La source primaire, c'est la roche originelle. Là aussi, ça se comprend. Parce que, ouais, quand vous avez les premiers produits qui sont arrachés, forcément, à travers ces pilons-là, on se retrouve avec, s'il s'agit de l'or, avec une concentration beaucoup plus importante ici dans les environs. Mais plus le transport devient plus important, plus vous avez mélange de ces substances importantes-là avec d'autres produits et donner des alluvions. Donc la concentration de ces substances minérales dans les alluvions devient de plus en plus faible. Les placers éluviaux peuvent être ouverts et constitués de caots de roche en place. Parfois ils sont recouverts d'une nappe de débris stériles ou de sol avec gazon. Ça veut dire tout simplement que les placers que vous avez ici, c'est des placers qu'on retrouve à l'affleurement, à l'air libre. Vous ramassez dans les environnements, vous voyez de l'or qui brille quelque part. S'il y en a beaucoup, vous avez affaire à un placer. Donc ce sont des dépôts ouverts, constitués de gros blocs, les caots, de gros blocs de roche, de débris de roche, parce que le transport n'est pas encore important. D'accord? Alors, mais également, on peut trouver ces types de placers-là couverts, recouverts par un sol ou bien par un sol qui est végétalisé. Alors, maintenant, au-delà de ces dépôts résiduels ou encore de ces placers éluviaux, sous l'action des eaux de ruissellement, sous l'action de la pesanteur, ces éléments vont migrer par les eaux de ruissellement, peut-être même par le vent, vers le niveau le plus bas, vers les cours d'eau, et puis être transportés plus loin. Et c'est ce qui nous amène aux alluvions. Les alluvions, c'est quoi? Ce sont tous ces débris de roches, de cailloux, de sable, de boue, d'accord, mis en place sous l'action des eaux courantes.